En fait, le fleuve se divise en deux grands bassins, le haut Mékong et le bas Mékong. Allons voir la région du haut Mékong car la Chine cherche à exploiter au maximum le potentiel du fleuve. Voici les barrages existants en Chine en 2013 et ceux qui sont en construction ou en planification à cette même date. Et une fois achevés, tous ces barrages devraient permettre à la Chine d'accéder à une puissance hydroélectrique considérable. Mais toutes ces constructions ont des conséquences sur les populations. Premièrement, plus de 100 000 personnes ont été déplacées de force lors de la construction de ces barrages, principalement des minorités ethniques. À titre d'exemple, le barrage de Xiaowan a entraîné le déplacement de 40 000 personnes. Deuxièmement, les autorités chinoises peuvent procéder à des lâchages d'eau de rétention en période sèche, entraînant des inondations destructrices, comme celles qui ont ravagé fin 2013 certaines provinces du nord du Laos et de la Thaïlande. Allons voir maintenant du côté du Laos. Voici les barrages existants au Laos en 2013. Ils ont été construits sur un affluent du Mékong. Et voici ceux qui sont en construction ou en planification. Les travaux sur le premier d'entre eux, le barrage de Sayaburi, ont commencé en 2013. Car l'objectif de Vientiane est de transformer le pays en une sorte de batterie électrique de la région grâce à la production et l'exportation de l'électricité vers les divers voisins de l'ASEAN et particulièrement la Thaïlande. Mais pour plusieurs ONG, comme WWF, cette politique aura des conséquences environnementales majeures, comme la disparition de certaines espèces de poissons. Passons maintenant au niveau du Cambodge. Dans ce pays, on peut observer l'une des caractéristiques du Mékong, la variabilité du débit. Car au moins 80% des ressources hydriques du fleuve, sur tout son trajet, sont fournies durant la mousson de mai à septembre. Alors quelles en sont les conséquences? Si on regarde le trajet du Mékong au Cambodge, on voit que le fleuve alimente le lac du Tonlé Sap avant d'entrer dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh. Le Tonlé Sap est le plus vaste bassin d'eau douce de l'Asie du Sud-Est et il fonctionne un peu comme un réservoir. Lorsque la mousson fait sortir le Mékong de son lit, il recueille le trop-plein des eaux et le lac va jusqu'à quintupler de volume. Et en saison sèche, en sens inverse, le lac se vide à son tour dans le Mékong. Le Tonlé Sap est toujours aujourd'hui un grand bassin risicole et en plus de la riziculture, il abrite également des zones de pêche. 2 tiers des poissons du Mékong naissent dans le lac, qui est souvent vu comme la mer nourricière du pays. Maintenant, si nous poursuivons notre route, on parvient au delta, dans le sud-Vietnam, là où le Mékong se jette en mer de Chine méridionale. Cette zone du delta a une importance majeure pour le Vietnam. Elle concentre 25% du PIB du pays, produit plus de la moitié de la récolte nationale de riz, elle abrite près de 20 millions de personnes et c'est d'ailleurs l'une des régions les plus denses du pays. Or, cette importance humaine et économique masque de très nombreuses fragilités, notamment les répercussions à venir des dérèglements climatiques qui vont être majeurs dans cette région. Vous voyez sur cette carte les zones qui pourraient être inondées en cas d'élévation du niveau de la mer de plus ou moins 2 mètres. Ho Chi Minh Ville et son agglomération, avec ses 9 millions d'habitants, apparaît ainsi particulièrement vulnérable car très soumise au risque d'inondation. Voilà, après avoir fait un tour de plusieurs pays riverains du Mékong, on constate que la plupart de ces États cherchent à exploiter au mieux le potentiel du fleuve, mais souvent au détriment des États voisins et surtout au détriment de leur population et de leur environnement. Or, ces pays vont devoir faire face à une problématique commune, celle de la conservation des ressources du Mékong. Voici la région du Grand Mékong. Elle rassemble les deux provinces chinoises du Yunnan et du Guangxi, ainsi que les pays traversés par le fleuve. Eh bien, c'est la première zone de pêche en eau intérieure au monde, allant jusqu'à 25% des captures mondiales en eau douce. Le Mékong est aussi le deuxième réservoir fluvial de biodiversité de la planète, après l'Amazone, avec plus de 1300 espèces de poissons, dont 800 endémiques. Regardez ces timbres qui viennent du Laos.
Or, la construction de ces grands barrages menace ces espèces ainsi que les modes de vie fondés sur la pêche, car ces barrages empêchent la migration des espèces. Et pourtant, la pression va s'accroître sur le Mékong et ses ressources, car regardez les taux de croissance du PIB pour l'année 2013 des différents pays que traverse le Mékong. On le voit, ce sont des économies dynamiques, la région du Mékong est en pleine croissance, ce qui pourrait nuire, on le comprend, à la protection des ressources du fleuve. Et puis il y a aussi la pression démographique, car les populations du Laos, Cambodge, Vietnam, c'est-à-dire les pays qui dépendent le plus du fleuve, devraient s'accroître de près de 14 millions de personnes d'ici 2030. Alors si les problématiques et les risques sont communs aux États de la région, les solutions apportées apparaissent pour le moment, en tout cas, totalement insuffisantes. En 1995 a été créée la Commission du Mékong qui rassemble ces 4 pays riverains. Elle a pour but, en principe, de promouvoir une gestion durable des ressources du fleuve, mais en fait, elle est paralysée par son manque de moyens et sa faiblesse politique. Et en plus, la Chine n'est pas membre de cette commission, elle refuse de partager ses informations sur ses actions sur le fleuve auprès des pays membres de la commission, que, de toute façon, elle n'a pas l'intention de rejoindre. Alors, les États riverains du Mékong ont bien tenté une stratégie de développement du Grand Mékong, mais ils ne parviennent pas à s'entendre pour ce qui est des secteurs énergétiques et hydrauliques. Les hydrostratégies nationales qui ont été mises en place par certains États situés en amont, je pense au Laos et bien entendu à la Chine, représentent un vrai risque d'instabilité dans la région. Car on a tous les ingrédients de malentendus qui peuvent dégénérer, économiques, énergétiques et même pas mal de susceptibilité nationale.